Vous êtes sur Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. L'Institut des sciences de l'environnement est un établissement public de formation situé dans l'enceinte de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Il est dédié à la formation de professionnels qualifiés dans le domaine de l'environnement ainsi qu'à la recherche et à la sensibilisation sur les enjeux environnementaux. L'équipe de Croissance Verte a pu visiter le temps d'une journée ce prestigieux institut pour en savoir plus sur les formations qui y sont données et sur son rôle dans la recherche de solutions aux grands défis environnementaux. Et pour parler de l'importance de l'Institut des sciences de l'environnement, ISE, nous sommes avec le docteur Eladji Mamadou Sonko, directeur de l'ISE. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Bonsoir Alexis, le plaisir est partagé. Merci pour cette invitation. On se retrouve ici juste après notre reportage dans votre institut. Il est signé Eva Sagna et Sanoussi Sané. À la faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar se trouve l'ISE, l'Institut des sciences de l'environnement, un établissement public de formation. Pour être acceptés dans cet institut, ces étudiants ont dû passer le concours d'entrée. C'est un cursus très sélectif. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. L'accès à l'institut, ça se fait via un concours, un dépôt de dossier, un concours. Vous faites le test écrit. Ensuite, si vous êtes présélectionné, vous faites les entretiens. Au-delà de ces entretiens, on choisit la promotion qui entre pour le master sciences de l'environnement. Donc l'institut est composé de 4 masters, dont le master que je viens d'évoquer, le master sciences de l'environnement, qui fait les cours du jour. Ensuite, nous avons le master gestion des ressources naturelles et développement durable. C'est un master qui est axé sur la question de la gouvernance et de la gestion de tout ce qui est ressources naturelles. Donc, on donne une formation globale de comment gérer les ressources. Il y a le master RSE, responsabilité sociale et environnementale. C'est un master qui axe sur les questions de management environnemental, des questions de qualité et normes. Donc, c'est un master qui a été créé pour plus ou moins donner un peu de l'environnement dans les entreprises. Faire du management participatif, un team-man. Nous assistons au cours de communication et rédaction scientifique. Monsieur Kabou, un produit de l'établissement, fait son cours devant une vingtaine d'étudiants. Il s'agit de la 44e promotion. J'interviens en communication. Mais quand on parle de communication, c'est un vaste champ là. Et j'ai la prétention d'occuper 3 compartiments. Communication interpersonnelle, le rapport entre les humains, ce qui m'amène d'ailleurs à placer le Massalikul Jinan au centre de mes références bibliographiques, moi chrétien catholique. La communication d'entreprise, mais de type interne. Parce que quand on parle de communication d'entreprise, c'est la communication externe et la communication interne. Et maintenant, avec les grands messieurs, mes collègues là, communication scientifique. Parce que le langage scientifique, ça a ses règles. Voilà. Or, dans notre système éducatif, c'est seulement lorsqu'on est en phase d'élaborer un document scientifique que l'encadrant se fait le devoir de vous montrer, bon, il ne faut pas tout vous montrer d'ailleurs, juste les techniques de recherche, etc. Le langage scientifique a ses règles et il repose sur 2 choses, les faits et les lois de la pensée. Pourquoi j'ai dit qu'un scientifique, il n'a pas de cœur, il ne doit pas avoir de cœur, il ne peut même pas avoir de cœur. Maintenant, pour les sciences de l'environnement, c'est différent de l'ingénierie de l'environnement. L'ingénierie de l'environnement renvoie à un domaine précis, par exemple la physique de l'atmosphère, le cycle de l'eau, etc., etc. Monsieur Kabou, c'est un peu notre chouchou, donc son cours est très animé, donc, et en plus on part dans tous les sens, donc on fait de grammaire, vocabulaire, conjugaison, même si on fait de la communication et de la rédaction scientifique, et c'est ça qui fait un peu le charme de l'Institut, parce qu'ici on a l'habitude de dire que l'IEC c'est une famille, et quand on dit que l'IEC c'est une famille, ça veut dire qu'il n'y a pas de statut de professeur, il n'y a pas de statut d'étudiant, etc., etc. Donc tout le monde échange. Aujourd'hui vous êtes capable de retrouver par exemple un professeur Goudiaby qui serait apte à perdre 30 minutes avec vous pour vous expliquer ou juste pour discuter avec vous, alors que vous êtes entre guillemets un simple étudiant-chercheur. Donc il y a vraiment cette ouverture d'esprit qui existe au sein de l'Institut. L'une des particularités de l'ISE, c'est la pluridisciplinarité. Un avantage qui permet d'aborder les questions environnementales sous un angle holistique.
C'est une méthode qui empêche d'élaborer la problématique de façon sectorielle. Quand vous entrez dans notre promotion, vous y trouverez des philosophes, vous y trouverez des sociologues, des chimistes, des mathématiciens, des biologistes. Mais on nous apprend ici que le fait qu'on a fait cette combinaison n'a rien d'anodine, tout simplement parce que ça permet de piocher de chacun. Donc, à chaque fois quand on a des discussions intellectuelles dans la classe, on se rend compte que le choix porté sur chacun n'a pas été fait de façon fortuite. Donc, on apprend l'un de l'autre, mais également sur le terrain, on parvient à mettre en pratique ce qu'on apprend en classe. Et notre vision de base va changer. Parce que moi qui a par exemple une formation en biologie de base, j'ai pas eu de façon instinctive cette vision de regarder par exemple de façon plus globale. Le géographe va m'apporter cette aptitude-là. Moi, en tant que biologiste, je vais lui apporter, par exemple, une vision, entre guillemets, microscopique de la chose. Et on va faire des échanges et c'est assez intéressant comme expérience. Déjà, c'est pour y entrer, donc c'était un rêve pour venir essayer de formaliser les sciences qu'on avait connues de manière empirique. Et vraiment, on a trouvé vraiment un répondant parce que les professeurs sont super bien et même le contenu des enseignements aussi. On est pluridisciplinaire. Je crois qu'à la sortie, on va avoir une tête comme ça par rapport aux connaissances qu'on a reçues ici. Notre institut existe depuis 1979, donc on est très coté sur le domaine d'apprentissage des sciences de l'environnement. Déjà, notre institut forme des jeunes cadres qui sont aptes à apporter des solutions, à donner là où on pourra faire des solutions à gérer l'environnement. Donc c'est assez important aujourd'hui cette formation parce que ça nous pousse à avoir une vision holistique des situations parce que au début, on pensait que l'environnement, on devait y avoir une approche plutôt cartésienne, alors qu'on devrait avoir une vision systémique, avoir une analyse systémique. Et ici, on nous donne les outils, pratiques comme théoriques, pour avoir cette approche-là. Originaire de la Guinée, El Hadj Amadou est étudiant en Master 2. Son souhait est de mettre en pratique ses connaissances acquises au Sénégal, dans son pays d'origine, qui dispose d'importantes richesses. Une pratique qui, selon lui, lui permet d'apporter sa pierre à l'édifice. Je suivais les actualités. J'ai remarqué que l'environnement est vraiment une préoccupation mondiale. Du coup, je me suis demandé, est-ce que l'université Cheikh Anta Diop fournit cette formation? Et après, je suis tombé sur l'ISE et j'ai voulu déposer. J'ai fait un dépôt physique et heureusement, ils m'ont pris. Nous avons d'énormes ressources naturelles, c'est l'offre que la nature nous a faite. Il y a de l'eau, il y a de la végétation et tout ça. Donc je voudrais vraiment participer à la préservation de ces ressources naturelles et à leur conservation. Je vais rentrer, je vais participer à la protection de l'environnement de mon pays. Oui, ça bleu. Comme Emmanuel, Jean-Henri est aussi un diplômé de l'Institut des sciences de l'environnement. Avec la nouvelle promotion, il dispense le cours d'agropédologie, la science du sol appliquée à l'agriculture. Dans le cadre de ce cours-là, bien entendu, nous abordons d'abord les fondamentaux de la science du sol. Comment est-ce que le sol est formé, quels sont les différents mécanismes qui conduisent à la formation du sol. Comment est-ce que le sol est constitué, comment est-ce qu'il fonctionne. Et après, on passera à la classification des sols. Et pour être pratique, on va voir donc les différents phénomènes de dégradation auxquels nos sols, surtout en Afrique subsaharienne, auxquels donc ces sols sont confrontés. Et enfin, voir quelles sont les différentes technologies qui peuvent être mises en œuvre pour, disons, lutter contre la dégradation de ces sols-là. L'idée étant d'arriver en tout cas à maintenir une bonne fertilité de ces sols-là, histoire donc d'améliorer la production agricole. L'agropédologie permet de caractériser les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols, de façon à améliorer leur fertilité.
Face aux enjeux environnementaux, on note une importante dégradation des sols avec des types assez variés. L'un de ces types de dégradation, c'est la salinisation. Aujourd'hui, on estime à plus d'1 million d'hectares les terres qui sont affectées par la salinisation, que ce soit au niveau du delta du fleuve Sénégal, que ce soit au niveau des deltas du Saloum et de la Casamance. Donc nous perdons beaucoup de sols cultivés à cause donc de cette salinisation qui s'accompagne des fois d'acidification. L'érosion aussi contribue à la dégradation des sols, qu'elle soit éolienne à travers la perte de particules fines, mais aussi à travers l'érosion hydrique qui conduit même dans certains lieux, dans certaines zones où on a un peu de relief, carrément au ravinement des terres. Une cinquantaine d'environnementalistes sont diplômés de cet institut qui propose, après la soutenance des mémoires, des drafts d'articles scientifiques. Ce travail est exposé dans ce couloir immortel qui immortalise les recherches des uns et des autres. C'est une des conditions d'après la formation. Si vous terminez, vous soutenez votre mémoire, on vous demande de produire un draft d'article scientifique, de produire un poster en plus de la version corrigée du mémoire. Donc les posters, c'est ceux que vous avez vus ici affichés. Donc c'est dans différentes thématiques. Donc il peut y avoir que l'Institut soit interpellé sur les questions, par exemple, d'écosystèmes forestiers. On va essayer de voir les étudiants qui ont travaillé dans ce domaine et exposer le travail qu'ils ont réalisé dans ce domaine. Ça peut être du côté côtier, ça peut être du côté de l'assainissement. Ça permet l'Institut de visualiser ou en tout cas de valoriser un peu les travaux qui ont été faits ici. Il est également possible de faire une thèse de doctorat à l'ISE. 4 y sont officiellement inscrits et 4 autres attendent leur admission. Ces derniers sont habilités, comme les autres, à exercer dans le domaine de l'environnement. Ils seront appelés des environnementalistes. Je vais être environnementaliste, surtout dans la gestion des déchets ménagers. Parce qu'on voit ici au Sénégal, et même pour la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, on est confronté à un problème de gestion des déchets. Maintenant, pour apporter ma pierre à l'édifice, je veux contribuer à éradiquer ce fléau. Acteur et patient de la nature, l'homme peut apporter un changement autour de lui avec l'appui des spécialistes. D'où le choix de l'Institut des sciences de l'environnement de miser sur la formation. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec le docteur Eladji Mamadou Sonko, directeur de l'Institut des sciences de l'environnement. Nous y étions. D'abord, un mot sur l'engouement de vos étudiants pour leur formation et les causes environnementales. Merci beaucoup. Je suis très satisfait donc, de voir ce reportage qui montre vraiment ce que l'Institut fait de bien dans le domaine de l'environnement. Et vous avez juste un échantillon d'apprenants qui veulent intégrer l'Institut, parce que nous recevons chaque année plus de 300 demandes pour intégrer l'Institut. Et avec les limites physiques de nos salles aussi l'idée derrière de former vraiment des personnes qui ont un certain niveau, un certain bagage, on ne peut que se limiter à des promotions de 20 à 25. C'est pour cela donc vous voyez que ce petit échantillon, mais ça montre combien aussi les gens sont animés par l'environnement parce qu'on en reçoit beaucoup. Deuxièmement, vous regardez ces étudiants qui sont dans ces salles, on voit à la fin de la délibération comment les yeux brillent de ces apprenants qui viennent voir leur nom affiché sur une liste pour intégrer l'Institut. Et on reçoit parallèlement aussi ces déceptions. Et pour montrer qu'il y a un réel engouement pour l'environnement. Par passion d'abord, mais aussi deuxièmement parce que aussi l'Institut offre plus d'opportunités à la sortie aux apprenants pour aller facilement s'insérer dans le monde du travail. Ce qui fait donc que c'est souvent une compétition assez rude pour pouvoir donc intégrer l'Institut. Une compétition qui mène à l'excellence. Docteur Sonko, quels sont les principaux programmes de formation justement offerts par l'ISE? L'ISE en fait forme sur un niveau master.
Parce qu'actuellement, au départ, c'était vraiment un institut qui était mis en place par le président Senghor depuis 1979 pour former des techniciens de niveau 3e cycle. Et depuis la réforme LMD, l'ISE s'est orienté vers une formation de niveau master. Donc on a 4 masters, un master en sciences de l'environnement qu'on fait en cours du jour, où l'entrée se fait par test et entretien avec un jury. Il y a 3 masters en cours du soir, un master en gestion des ressources naturelles et développement durable, un master en responsabilité sociale et environnementale et un master en environnement et gestion des rejets miniers. Tous ces masters ont été, les masters en cours du soir, ont été bâtis pour permettre à ceux qui sont déjà en fonction de pouvoir venir se renforcer en capacité. C'est pour cela qu'on a choisi des horaires qui permettent à ces gens de venir pouvoir faire les cours en soirée et en week-end. Et aussi la structuration de ces matières, l'orientation aussi est motivée par des besoins spécifiques. Si on prend le master gestion des ressources naturelles, il est orienté vers la mise en place d'une masse critique de chercheurs ou de techniciens ou de masters qui peuvent gérer les questions environnementales, surtout liées à la gestion des ressources naturelles et au développement durable. Question environnementale justement, aujourd'hui, comment l'ISE contribue-t-il à la protection de l'environnement au Sénégal? L'ISE contribue à la formation, à la protection de l'environnement par 2 leviers. Le premier levier, c'est la formation, c'est les masters que je viens d'énumérer tout à l'heure. Le deuxième levier, c'est le levier recherche, où nous avons mis en place des équipes thématiques de recherche, une équipe thématique sur les sols. Vous avez vu le collègue Jean-Henri qui est apparu dans le film tout à l'heure. Il y a une équipe thématique sur l'urbain, où on a l'assainissement, la gestion des déchets, etc. Un groupe thématique sur les ressources naturelles, où avec le professeur Sambou qui gère les questions qui sont liées à la foresterie, etc. Il y a un groupe thématique sur la télédétection et les images satellitaires, et un groupe thématique sur l'économie verte. Et enfin, on a le dernier, c'est sur l'anthropologie, surtout l'anthropologie basée sur la santé. Et dire que toutes ces équipes donc participent au niveau du terrain à proposer des solutions qui permettent donc aux communautés de vivre mieux, soit de protéger l'environnement ou bien de protéger ces communautés contre donc les effets néfastes d'une dégradation de l'environnement. Toujours dans le cadre de la recherche, l'ISE a une convention de partenariat avec l'ONG Wetland International. Il s'agit du PRISE, le projet de réduction des impacts des infrastructures sur les écosystèmes côtiers en Afrique de l'Ouest. Qu'en est-il de la contribution de l'ISE dans ce projet? Oui, dans ce projet, l'ISE a été sollicité pour son aspect formation. Et l'ISE a pu donc développer des modules de recherche, des modules d'enseignement pour former en fait les ressources humaines qui sont déjà dans des ministères à comment atténuer les impacts de ces infrastructures sur le milieu côtier. Ils ont même fait un summer school, une école d'été, où ils ont invité plusieurs jeunes cadres qui sont soit dans l'éducation ou dans d'autres ministères, pour venir se former, se familiariser aux outils qui permettent donc de protéger l'environnement en prenant en compte donc les aspects néfastes qui peuvent être liés donc aux infrastructures. Au-delà de ça, ils ont aussi créé un MOOC, donc un cours en ligne qui est encore disponible, où les gens suivent les cours et à la fin, ils ont un certificat. Et tout ça, c'est pour encore donner plus de matière et de former les différentes ressources humaines qui sont dans les différents ministères à pouvoir donc prendre en compte ces questions-là. Parce qu'on a vu que c'est très difficile de demander aux gouvernants de ne pas mettre des infrastructures. On sait que le milieu côtier attire plus. Donc, ce qui veut dire que quand ça attire plus de personnes, ça attire plus aussi d'infrastructures. Et ceci peut avoir des impacts néfastes parce qu'on a dans ce milieu côtier les zones de ponte, les zones de niche des oiseaux migrateurs,
On a aussi la plage qui est utilisée par beaucoup d'usagers. Et donc tout ça, il va falloir mettre en place des politiques, il va falloir mettre en place des stratégies pour que ces infrastructures qu'on met en place ne puissent pas donc avoir des dégâts sur ce milieu côtier-là. Et c'est là que vous intervenez, toujours dans le cadre du projet PRISE, financé par la MAVA. Vous intervenez sur la préservation des écosystèmes côtiers et marins, mais qu'en est-il des recherches menées à l'ISE dans le domaine de la préservation des écosystèmes marins? Oui, là on a beaucoup de collègues qui travaillent sur ça, sur les herbiers marins, parce que là, dans le cadre du projet PRISE même, on a 2 étudiants qu'on a accompagnés pour les recherches. Parce que le projet PRISE aussi prend en compte le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Mauritanie. Et dans ce cadre-là, on a eu des études sur les herbiers marins en Guinée-Bissau. Au Sénégal aussi, cette étude a été réalisée pour déjà connaître le potentiel qu'on a en termes d'herbiers marins. Et au-delà donc de cette connaissance, c'est maintenant comment mettre des stratégies pour les protéger. Parce que c'est ça aussi l'enjeu derrière, c'est de connaître la ressource qu'on a, mais au-delà de la ressource, on doit pouvoir mettre en place les stratégies, les moyens et méthodes pour pouvoir donc protéger ces ressources-là. Au-delà du projet PRISE en collaboration avec Wetlands International et la MAVA, vous développez d'autres stratégies de partenariat avec d'autres instituts à travers l'Afrique. Dites-nous en plus à ce sujet. Oui, là on développe beaucoup par rapport aux différents thèmes qu'on développe dans l'Institut. Dans le domaine de l'assainissement actuellement, nous sommes en collaboration avec l'Université Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire pour mettre en place une formation sur l'assainissement inclusif à l'échelle de la ville. Donc le projet est en cours. On a aussi un projet qu'on essaie de mettre en place avec Rampao pour essayer de former nos étudiants sur les mécanismes ou bien les techniques d'enquête au niveau donc des aires marines protégées qui sont dans le domaine du Rampao. Donc il y a beaucoup de projets comme ça. Dans chaque domaine, donc, on essaie de collaborer avec les institutions qui sont au niveau national, mais aussi des fois au niveau international, comme aussi des universités qui sont au niveau international. Quant à la sensibilisation du grand public sur les questions environnementales, quel est le rôle de l'ISE? Le rôle de l'ISE se fait à travers ce qu'on a, nous, la Journée mondiale de l'environnement. Là, c'est vraiment notre journée phare où on permet donc à nos étudiants de pouvoir discuter avec le grand public. C'était une journée le 5 juin, mais on l'a étendue sur une semaine. Parce qu'on sait qu'en une journée, on ne peut pas faire l'essentiel du plaidoyer pour la protection de l'environnement. On a étalé courant sur une semaine pour essayer de donner plus de possibilités aux étudiants de discuter avec donc, les communautés. Deuxièmement, on réalise souvent ce qu'on appelle l'école de terrain, où on choisit une zone avec un thème donné, et on va vers les communautés pour donc essayer de dérouler un plan, un programme basé sur une thématique donnée. L'année dernière, on était sur la question liée aux risques environnementaux et sociaux en accord avec l'exploitation donc du pétrole et du gaz au niveau de Saint-Louis. Et donc là, vous avez à chaque fois l'occasion de rencontrer les communautés, de discuter et de recueillir aussi les problèmes de ces communautés. Et à la fin, on produit souvent des rapports qu'on donne donc aux autorités. Docteur Sonko, aujourd'hui, comment davantage accompagner le financement de la recherche pour mieux faire face aux enjeux environnementaux? Vous parliez du manque de place dans votre institut. Alors comment davantage faciliter le travail des instituts, que ce soit en termes d'infrastructure ou encore d'accompagnement financier? Merci beaucoup. Je pense qu'ici, vous me donnez l'opportunité de vraiment lancer un cri de cœur pour un institut qui existe depuis 1979. On est encore limité à 3-4 salles. C'est encore très difficile et on sait que le besoin est là au niveau donc des jeunes Sénégalais qui veulent se former parce que l'environnement aujourd'hui, ça vend, ça ouvre des opportunités.
Et malheureusement, avec nos limites physiques, on n'a pas. Et deuxièmement, l'ISE a une expertise donc, de plus de 40 ans aujourd'hui dans le domaine. Je pense que ça, personne ne fait mieux au Sénégal, je peux dire même en Afrique, dans le domaine de l'environnement. Et donc ces limites aussi physiques font qu'on ne peut pas aller au-delà. Pour financer en fait la recherche, je pense qu'il y a beaucoup de fonds actuellement qui existent. Mais on sait que souvent, ce qui est proposé en termes de budget dans certains fonds jusqu'à 20 millions, je sais que vous ne pouvez pas faire un projet impactant avec des ressources financières assez faibles. Parce que pour avoir un projet qui impacte la communauté de façon positive, il faut avoir assez de ressources pour développer cela. On commence de plus en plus à en avoir parce qu'on écrit des projets. Donc là, nous sommes en train de finaliser quelque chose dans le domaine de l'assainissement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de formation sur l'assainissement inclusif dont je vous parlais tout à l'heure. L'ISE a déroulé aussi d'autres projets en captant des fonds aussi pour cela. Mais ce n'est pas encore aussi facile parce que je pense que jusqu'à présent, les autorités ne prennent pas encore très au sérieux la question environnementale pour mettre les ressources nécessaires pour pouvoir développer des solutions qui peuvent intéresser la communauté. Merci Dr Eladji Mamadou Sonko pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le directeur de l'ISE, l'Institut des sciences de l'environnement, qui est situé dans l'enceinte de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Merci beaucoup à toi aussi. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.